Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast de La Grange. Salut Manu. Salut Serge. Et comment ça va ? Écoute, ça va bien. Depuis tout ce temps, bah écoute, ça va. Franchement, ça fait encore une fois une éternité qu'on n'a pas participé à un podcast. C'était grand le dernier. Ah bah là, ça fait longtemps, ouais. Ah, ça fait longtemps, ouais. En tout cas, je suis très content de te retrouver en tout cas pour un nouvel épisode. On est très content aussi de vous retrouver si vous ne nous avez pas abandonné en cours de chemin parce que voilà, nous c'est fait. Du coup, mais pour les je pense que ça fait 6 mois en vrai. Ouais, ça fait 6 mois. Mais en tout cas, pour les auditeurs. En plus, on l'a annoncé celui-là. On l'a annoncé celui-là ? Bah oui, on l'a annoncé. Ah oui, il y a 6 mois, on l'a annoncé, on allait le faire. Oui, parce que La Grange Ciné, c'est l'émission qui parle aussi cinéma, mais on s'est orienté avec Manu à parler du cinéma qui berçait un petit peu notre enfance et notre adolescence, et surtout le cinéma des années 90. Et on a cette coutume à chaque fois de prendre 2 films de cette période, de les mettre en opposition, et puis un petit peu via un débat, on va revenir sur les 2 films en question, de se dire, en réalité, est-ce que lequel des deux a bien vieilli ? Est-ce qu'ils ont plutôt bien vieilli les deux ? Est-ce que en fait c'est un bon souvenir ou juste un bon film, ou un bon souvenir et un bon film ? Enfin, ça peut arriver. Et on avait fait pas mal de matchs avant avec, par exemple, je vous invite à écouter un des épisodes, par exemple, Peur Bleue Anaconda qu'on avait fait. Et un grand moment, ah oui nos moments fameux, nos best-of. Ah, mais quand on vous dit les grands films, c'est les grands films, hein. En même temps, les années 90, c'est pas que ça, parce que c'est vrai qu'on déroge un peu, hein. Dernièrement, on faisait quand même on faisait un petit peu les films des séries B, voire des gros nanars, et tout d'un coup là. Oui, on laissait un peu véhiculer cette image comme quoi les années 90, il y a que des films un peu pourris, mais non, mais pas tant que ça. C'est pas que des films doudou, il y a aussi eu des grands films, des grands thrillers, et justement ces 2 grands thrillers qu'on va aborder ici, qui ont carrément marqué les années 90. On va parler de Seven contre Le Silence des Agneaux. Donc l'objectif de l'épisode, ça va être de discuter donc de l'impact de ces 2 films. On va parler de la réception, comment ils ont été un peu faits, comment ils ont été produits, la technique, la réal. On va parler un peu de tout ça. Donc ça va pour résumer un petit peu comment va se dérouler l'épisode. On va parler déjà de mise en contexte du thriller et du film policier dans le cinéma avant la sortie de Seven. Où est-ce qu'on en est au niveau du cinéma et du thriller avant la sortie de Seven et du Silence des Agneaux. On va aussi faire un petit topo sur Seven, remémorer un petit peu ce que c'est, le Silence des Agneaux aussi, et puis après on fera une petite invitation au débat. Lequel des deux a bien vieilli ? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Manu, j'aimerais te poser la question, c'était quoi tes souvenirs, ton premier souvenir quand on évoque Seven et le Silence des Agneaux ? Silence des Agneaux, c'est en fait un film c'est ma mère qui m'en a parlé. Je sais plus si on l'a regardé à la télé, mais parce que ça faisait partie de ces films comme L'Exorciste, un peu, alors même si c'est plus ancien, mais qui avait marqué les esprits, en fait. Et du coup, je pense qu'il passait à la télé. Et puis, ça faisait partie de ces films que ma mère aimait bien, mais qui étaient flippants. Donc, j'ai vu, je sais plus à quel âge j'ai vu ça. Je pense que je devais avoir moins de 16 ans en tout cas. Ça m'avait quand même un peu traumatisé en vrai. Ouais, carrément, j'imagine. Mais toi en plus, t'as la particularité d'être assez porté sur les films thrillers ou films un peu tendance look et tout, hein. Toi t'as déjà une passion pour ça. À la base, ouais, mais encore une fois, c'était ma mère qui aimait bien ça, et du coup, je pense que j'étais même moins de 14 ans en vrai. Et ouais, c'est vrai que ça fait partie finalement des films qui m'ont fait aimer les thrillers, ouais. Les thrillers, voire les films d'horreur. Je sais pas si Le Silence des Agneaux, mais on peut le considérer comme un film d'horreur. Je pense un peu notre génération, on est partis un peu tous de ces deux gros thrillers qui ont marqué, quoi. Même si dans le genre, après, si on veut vraiment aller dans les films d'horreur et d'épouvante, on pouvait citer aussi L'Exorciste, qui a fait partie des films qu'on regardait un peu à travers le chat de la porte quand nos parents regardaient ça. En tout cas, moi, c'est vrai que j'ai un peu la même approche aussi avec Seven. Moi, en tout cas, Silence des Agneaux, je l'ai vu beaucoup plus tard. Mais Seven, oui, là, c'est vraiment un des premiers gros thrillers que j'ai vu avec ma mère aussi. Ma mère est férue de films d'horreur. C'est vrai ? Oui, complètement. Ouais, mais tous les films un peu glauques, même la série des X-Files, c'est ma mère qui l'a fait découvrir. Ah ouais ? Un peu thriller, un peu film d'horreur, film d'épouvante. Ma mère, elle aimait bien se faire peur à ce niveau-là. Et puis voilà, Le Sixième Sens, c'est avec elle que je suis allé le voir. Enfin, tous ces trucs un peu plus, soit série B, très série B moderne, ou alors des trucs un peu thriller, c'est avec elle. Et puis effectivement, c'était une claque très visuelle. Et puis en le revoyant plus tard, tu te reprends une deuxième claque en fait du contexte quand tu comprends en fait la volonté du mec, quand tu comprends comment ont souffert les personnes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le dialogue, on y reviendra. Et c'est marrant que ce soit 2 films qu'on ait découverts avec nos mères. Ouais, c'est ça, mais ça, mais les darons, ils sont plutôt tu regardes les films de Delon, puis point barre, quoi, c'est tout. Et puis un bon ciao
au pantin et puis c'est très bien. Mais c'est vrai, t'as raison. Mon père aussi était plus film de mafia ou film de gangster, Voilà. alors que ma mère était plus Touchez pas au Grisby, Clan des Siciliens, c'est les bons films de daron Jean Gabin représente. Avant de partir directement sur ce que sont les deux films qui sont le Seven et le Silence des agneaux, on va peut-être revenir un petit peu où en était le paysage cinématographique du thriller et du film policier avant la sortie de Seven. Donc en gros, le thriller, alors pour revenir un petit peu, on va pas non plus faire le cours d'histoire, mais on sait que le thriller, en tout cas les premiers romans policiers, les premières histoires mettant en scène des enquêtes, des meurtres, ça date pas d'hier, notamment avec les romans d'Arthur Conan Doyle, les romans d'Agatha Christie, avec les Sherlock Holmes. Donc au niveau littéraire, c'est déjà très vieux, mais les premiers en termes de films, s'il y a un film qu'on pouvait citer qui commençait à bien mettre en scène un meurtre et puis une ambiance assez glauque, c'était le Psychose d'Alfred Hitchcock. Tu l'avais vu celui-là aussi il y a longtemps ou pas? Quand t'étais jeune? Non. C'est quand t'étais jeune, hein, parce qu'on est déjà suffisamment vieux pour se dire qu'on était jeune. C'est sympa. Non, Psycho, je l'ai vu plus tard. Mais effectivement, quand même, Psychose, quand tu remets en contexte par rapport à l'époque, parce que quand même le film il est sorti en 1960. 1960, en termes de cinéma, de thriller policier et d'horreur, on n'était pas du tout, on n'était même pas encore à l'Exorciste, on était encore moins au Silence des agneaux et Seven. Hein, donc c'était déjà une première claque. Hein. Ah ouais. Bah, c'était vraiment une nouvelle violence, une nouvelle forme de violence. Et qui est fou parce que même aujourd'hui tu regardes Psychose, il est glaçant, alors bien sûr on voit qu'il a pas été fait hier, mais il est encore tellement efficace et tellement glauque. Donc mais ouais, non, le fait qu'il soit en noir et blanc et tout, c'est vrai que je l'ai vu plus tard celui-là. Ouais, moi j'ai toujours tendance à penser que le noir et blanc édulcorait un petit peu le caractère violent du film. Bah, c'était le but. Hein. Et c'était le but, heureusement. Et puis à mon avis, je pense que c'était une condition sine qua non, parce que sinon le film pouvait pas sortir comme ça. Mais il y a une bière qui s'est renversée, je pense qu'il y a une souris qui est passée par là. Et du coup, qui dit aussi thriller dit film policier. Donc le film policier aussi, pour recontextualiser avant la sortie de Seven et du Silence des agneaux. En gros, il y avait les années 50-60, film policier. Les gros films à retenir, c'était Chinatown avec Jack Nicholson et puis The French Connection. Donc là on était vraiment sur des enquêtes très classiques, mais on n'était pas très classiques, mais par opposition avec le Silence des agneaux et Seven, on n'était pas encore dans l'enquête du serial killer glauque, assez graphique, dans une ambiance assez morbide. Ça restait quand même des films c'était pas des thrillers, c'était des films policiers. Là c'était film policier, il n'y avait pas encore le thriller. C'est là où le genre un peu c'est un petit peu durci, c'est un peu assombri dans le cinéma. D'ailleurs comme toute la période du cinéma à ce moment-là, c'était les années 70. Où là, du coup, le nouvel Hollywood, c'était un petit peu la période noire, et puis la période assez très politisée, la guerre au Vietnam qui a complètement sapé le moral de l'Amérique. L'Amérique était au plus bas. On n'était pas encore sur le renouveau de l'Amérique réganienne avec tous ces films d'action avec les héros des années 80. Et du coup, les années 70, c'est beaucoup de films d'espionnage, beaucoup de films noirs et d'introspection, et puis beaucoup aussi de films sur les traumatisés de la guerre du Vietnam, dont Taxi Driver. Qui a aussi, moi je trouve, en tout cas, qui était un de ces films en ambiance très sombre, qui aussi pouvait évoquer le fils de Sam, qui était aussi ce tueur qui emmenait ses nanas la nuit en taxi. Et je trouvais que déjà dans le film, déjà de Taxi Driver, à ce moment-là, il y avait aussi les petits ersatz en fait de ce qu'on allait aussi connaître dans les personnes un peu dégénérées, un peu bizarres et glauques, futurs psychopathes qu'on peut voir dans le Silence des agneaux ou dans Seven. Mais s'il y a un film, en tout cas, qu'on peut s'accorder à dire, qui a complètement mis un tournant, en tout cas qui a fait carrément une claque, une baffe, et d'ailleurs c'est l'un des films qu'on va parler, c'est Le Silence des agneaux, qui est sorti en 1991. Donc là on a commencé les années 90, le film a remporté d'ailleurs plusieurs Oscars, il a carrément redéfini les attentes du thriller psychologique en introduisant un tueur en série charismatique, et celui-là, putain on s'en souvient, c'est là que ça a commencé à marquer, qu'on n'avait jamais vu ça avant quoi. Ouais, je crois même que, est-ce qu'il y avait un tueur en série Oui, Psychose, tu l'as dit, c'est vrai, mais j'en vois pas forcément d'autres. En parallèle de ça, il y avait aussi l'émergence du film d'horreur et du film d'épouvante qui a pris une route complètement différente. Là, on reste quand même sur un film à enquête policière dans lequel on met des éléments assez noirs, assez glauques. On est suivant les films. D'ailleurs, Seven et Silence des agneaux, on y est vraiment. En fait, c'est un mélange des deux genres. Un mélange des deux genres. On frôle vraiment l'horreur, on frôle l'épouvante, ne serait-ce que par le personnage d'Anthony Hopkins, la façon dont il te regarde. On a l'impression que c'est vraiment un côté bestial, un côté monstrueux. Oui, totalement. Mais c'est vrai que quand je disais, il n'y a pas eu tant de psychopathes ou de serial killers aussi iconiques que ça. Il y a eu effectivement Anthony Perkins dans Psychose. Et puis, on peut dire aussi peut-être Massacre à la tronçonneuse. Mais on n'est jamais Alors, de un, c'est pas une enquête. C'est des purs films d'horreur.
Et de deux, alors oui, Psychose, c'est vrai que c'est une enquête aussi. Donc oui, ça rejoint un peu Psychose, plus Psychose que Massacre à la tronçonneuse. Mais il n'y en avait pas tant que ça quand même. En tout cas, au cinéma. Donc gros morceau qui est Le Silence des agneaux qui a vraiment marqué le coup. Est-ce qu'on commence par le Silence des agneaux, Manu? De quoi ça parle, Le Silence des agneaux? Le Silence des agneaux, c'est l'histoire de Clarisse qui est jouée par Jodie Foster, une jeune enquêtrice du FBI qui va être mise sur une affaire d'un tueur en série où elle va devoir prendre des informations, on va dire, pour enquêter auprès d'un ancien, d'un autre serial killer psychopathe qui est en prison, donc le personnage de Anthony Hopkins, Hannibal Lecter, qui est un ancien psy qui a complètement vrillé. Il y a une relation qui va se créer entre les deux, de plus en plus malsaine. Il a une sorte d'emprise sur elle, ensuite on se demande qui a l'emprise sur qui. C'est vraiment une enquête sur un serial killer, et puis ils vont au passage... prendre des infos avec un autre auprès d'un autre serial killer. Alors pourquoi il a marqué ce film? Putain, c'est quand même fou, quoi, parce que... Alors, déjà, quand je l'ai revu, là, je me suis rendu compte à quel point l'ambiance, elle était importante dans ce film-là. Moi, j'adore la scène d'ouverture, qui est en forêt, dans le brouillard. Je trouve trop bien. C'est vraiment ambiance brumeuse. Je sais plus c'est dans quelle partie déjà des États-Unis. Mais en tout cas, une partie assez... soit le nord-est, soit à Seattle. On a tourné tous les films de psychopathes et de serial killers. C'est à Vancouver, Seattle. Ils aiment bien cette partie. C'est ça, une partie vraiment froide et tout. Et t'as Jodie Foster donc, qui fait son jogging, qui s'entraîne. Ouais. Et puis qui vient vraiment, concrètement, qui sort du brouillard, quoi. Déjà, dès le départ, je trouve ça prend. Après, il y a Jodie Foster, puisque c'est le premier personnage auquel on est confronté. Le personnage est captivant. Ouais, on la suit, en fait, dans une école de recrues. Elle est encore jeune recrue, ou alors elle est déjà membre du FBI, et puis on la suit. On est à Quantico, elle fait son petit footing. En fait, ce film est vraiment un thriller psychologique très nuancé, très subtil en fait, au niveau de la psychologie, que ce soit du serial killer, du psychopathe. Il y a vraiment une sorte de prise au sérieux du genre, tout d'un coup, d'où le fait que c'est pas un film d'horreur, je trouve. En fait, il y a un côté, une crédibilité de tueur, que là, on s'attaque à une personne qui pourrait exister, un vrai serial killer qu'on auditionne. Totalement. Même en le revoyant aujourd'hui, il a un style très réaliste en fait. Il n'y a pas des effets de mise en scène énormes et tout. C'est une étude psychologique de personnages. Et puis il y a Jodie Foster et Anthony Hopkins qui sont magistrales, quoi. Je pense que c'est aussi ça qui a fait énormément. Surtout encore plus peut-être. Quand même, le méchant est toujours plus emblématique. Donc Anthony Hopkins, quand on le découvre. Anthony Hopkins une scène mythique. Qui littéralement vous dévore des yeux, mais je pense qu'on peut pas trouver meilleure expression que ça. Dès qu'il se rend compte déjà dans cette cellule, t'as l'impression que le monde n'existe plus autour. Ouais, et puis il y a un enfermement tout de suite. Ça y est, les deux sont en prison. D'ailleurs, il y a pas mal. On va vraiment ce plan où tu les vois l'un en face de l'autre avec la vitre qui les sépare, où tu vois qu'en fait, finalement, les deux personnes sont enfermées. Tu peux t'imaginer aucune issue de par le dialogue. Tu vois, on lui a briefé en fait qui était un peu Hannibal Lecter. Lui, en plus, il se sert de ça. Il se sert aussi de la peur. Et ça, c'était vraiment glaçant, quoi. Ça, c'est un truc qui m'a marqué, quoi. Pour l'anecdote, on va dire, c'est assez paradoxal puisque c'est une prison. En fait, sa cage, il y a un plexiglas. Plexiglas, ouais. Ce qui est pas du tout réaliste pour le coup, mais on s'en fout parce que déjà on y croit complètement. Moi j'avais jamais remarqué, mais c'est vrai qu'en regardant le film et tout, je me suis dit. Puis après j'ai lu qu'en fait c'était simplement parce que Jonathan Demme, on l'a pas dit, c'est le réalisateur. Lui, en fait, comme il y avait beaucoup de scènes qui se jouaient entre les deux, il voulait pas avoir toujours ces barreaux entre deux en fait. Ce qui est compréhensible parce que c'est d'un point de vue visuel, le film est très visuel quand même. Il a une force de mise en scène de fou. Et donc en fait il y a eu cette idée de plexiglas. La prison elle est pas du tout réaliste. C'est une sorte de caverne. Une crypte. Ça fait une crypte un peu ancienne et moderne avec un plexiglas qui les sépare. Donc et puis des trous pour entendre. Mais par contre, ça laisse place justement à énormément tout ce premier, toute cette scène-là où elles sont la confrontation entre les deux. Ça, c'est vraiment la grande scène, une des grandes scènes, je pense, qui a marqué aussi le public à cette époque-là, quoi. C'est une scène très connue du film où on découvre Hannibal Lecter et on découvre sa perversité et son humour. En fait, il a vraiment tout le film. C'est ça, en fait, Hannibal Lecter. C'est un mélange de subtilité, de raffinement et de il a un côté noble, raffiné, c'est ça, qui parle très bien, il a de très beaux discours, il pourrait même limite avoir de bonnes manières en fait en s'exprimant, c'est ça qui est assez, assez fascinant. Il est excellent, franchement, on a même avant qu'on voie aussi ce qu'il a fait ou ce qu'il peut faire plus loin dans le film et tout, mais on a
on aurait envie de parler avec lui. Ouais, Il a un côté très voilà. Parce qu'il est intelligent, il a de la culture. C'est ça. Et c'est ça qui le rend fort aussi, d'où le fait qu'il arrive à manipuler aussi, à manipuler aussi les gens. Moi, il y avait un autre moment aussi en termes de visuel qui est glaçant, qui est glauque, c'est l'antre du personnage incarné par Ted Levine, quoi. C'est l'antre du tueur, le tueur d'ailleurs, voilà. qui est le serial killer en question que la police recherche, Buffalo Bill, qui séquestre les gens. Alors là, dans une scène, me vague souvenir. Oui, c'était il les enfermait dans une cave. Chez lui, c'était glauque. Ouais. Et d'ailleurs, il y avait cette scène. Une espèce de puits. il a un trou, quoi, où il les met dedans. D'où la scène où Jodie Foster, elle est là dans le noir. Complet, puis elle essaye de se guider. Bon, ça, c'est sur la fin. Elle essaie de se guider dans le film. Oh là là. Tu vas à la fin, ouais. Et moi, ça me fait penser à ces scènes de Resident Evil que j'ai fait il y a pas si longtemps. Et dans exactement le même genre d'environnement. Et là, je pense qu'il y a un très bel hommage, en tout cas le 7, en tout cas dans les. Moi, je veux dire, ce qui m'a marqué le plus là-dedans, et je me rappelle même à l'époque, c'était la manière qu'il attrape ses victimes, en fait. Ouais. Il se fait passer pour je crois qu'il a, comme s'il avait un bras cassé, il me semble. Enfin, il a des béquilles, ou je sais plus. En tout cas, il utilise la gentillesse de la personne qui vient l'aider. Un peu la faiblesse. Un peu la comme faiblesse, Ted Bundy, serial killer qui a réellement existé, qui, quand il embarquait ses victimes, il y avait d'ailleurs une victime, il avait effectivement le descriptif du serial killer, c'était une personne qui avait plutôt charmante, assez jeune, qui avait le bras en écharpe, qui a le bras dans le plâtre, pour tromper ses victimes, pour les duper. Voilà, donc oui, je pense qu'il y a vraiment un truc calé sur que Ted Bundy, effectivement. Que Ted Bundy, parce que je pense qu'aussi l'inspiration de Ted Bundy fait partie aussi de ces serial killers les plus médiatisés de l'époque, dans les années, en tout cas, les années 70. Ouais. Et ça a suffisamment marqué pour créer un profil de tueur dont on pouvait s'inspirer dans les films plus tard, quoi. C'est ça. Mais c'est horrible de se dire que... Enfin, moi, il y avait un truc où je me disais, bah voilà, tu vois, en fait, cette pauvre victime, en plus d'être victime, si tu veux, elle aide une personne. Oui. Tu vois, elle apporte son aide. Il y a un espèce de truc encore plus tordu et malsain et sombre, finalement, et noir, qui fait vraiment partie du film, quoi. Puisque ce tueur-là, voilà, je pense que c'est la partie la plus glauque, on va dire, quand on le voit dans sa vie. Mais la scène quand il cache, il est à poil, quand il cache son entrejambe, moi j'avais jamais vu ça. Moi je dis mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que c'est, Exactement, il a une espèce de trouble d'identité, de déhanché. Moi j'ai l'impression que. Et après, c'est drôle parce que aujourd'hui apparemment le film est vachement attaqué pour ça, pour dénoncer. Enfin pas pour dénoncer, mais pour comme s'il montrait une image négative de la transidentité ou des choses comme ça. Et c'est clair qu'elle est hyper négative. Il y a une époque, oui, les homosexuels, c'était des perturbés. Enfin, il y a une époque, pendant longtemps... là, en tout cas, il y a malheureusement, ça dit pas ça, mais disons qu'il y a... Voilà, l'image qu'on voit dans ce film-là, le gars est complètement perturbé. C'est pas de Satan, tout de suite. Ouais. Chose qu'on retrouve après... je trouve que j'ai remarqué qu'on retrouvait ça aussi dans les clips de Marilyn Manson, par exemple, quand il y avait... sur la période Mechanical Animals, tu vois, sur les clips de Marilyn Manson, quand il y a cette personne un petit peu androgyne, sans sexe, apparent, bien défini, qui se tortille. Enfin, moi, je pense qu'il y a aussi c'est là où je pense ça une inspiration que Le Silence des Agneaux a beaucoup marqué. Il a marqué le cinéma, il a marqué un peu tout le monde en fait, ce film, en vrai. Visuellement, et c'est vrai que alors pour en revenir au duel un peu entre Seven et Silence des Agneaux, je trouve que Le Silence des Agneaux, en plus d'être plus ancien, va un peu plus loin dans le côté, même si le Fincher est sombre aussi, mais je sais pas, moi c'est vrai que j'ai une petite préférence pour Le Silence des Agneaux parce que je trouve que il va là encore un peu plus d'une manière encore plus tordue et un peu plus sombre finalement. Ça passe beaucoup par la psychologie. Ça remet en question une bonne partie de nous, de notre part de violence de la société. Chose qu'on va aborder dans Seven aussi, où il y a tout un message en fait sur la dérive de la société. Les errements en fait des pires pulsions humaines que Seven défend, mais peut-être que dans Le Silence des Agneaux il y a un côté beaucoup plus travaillé dans les dialogues et dans les conversations. Il y a un truc très réaliste, j'ai une conversation avec mon tueur, le roman ça peut être ça, tu vois, je converse avec un tueur et puis tu fais un échange philosophique. Il peut peut-être y avoir une approche plus facilement visible et philosophique dans Le Silence des Agneaux,
peut-être plus que dans Seven. Ah, moi, il y a une scène qui m'a encore marqué là quand je l'ai revue, aussi d'un point de vue réaliste, c'est quand ils font l'autopsie. Ils mettent un espèce de Vicks ou je sais pas quoi, une pommade sous le nez parce que du coup l'odeur d'un corps ça pue, tu vois. Ouais, bah oui. Et tu vois, et je pense qu'ils font totalement ça en vrai. Je Mhm. pense que c'est totalement réaliste. Mais moi, ça faisait partie des petits détails qui rendent le truc encore plus réaliste et qui disent ah ouais, ça doit vraiment puer, tu vois. Ils doivent mettre une pommade sous le nez pour pas sentir l'odeur, tu vois. Mais je pense que parce qu'il y a eu cette époque, en fait, on a commencé à beaucoup plus se documenter, à avoir une approche beaucoup plus réaliste et beaucoup plus journalistique des faits de tueurs, de meurtres en série, du fait aussi de l'accumulation de pas mal de tueurs en série très populaires, donc du coup qui ont été interviewés beaucoup de fois, où beaucoup de choses ont été documentées. Donc je pense que cet aspect documentaire, on le retrouve d'ailleurs pas mal aussi dans le style des séries télévisuelles qui sont apparues à ce moment-là aussi au début des années 90. C'est marrant, elles ont pris le même parcours en fait visuel, que ce soit le X-Files dans le genre ultra fantastique ou alors Twin Peaks. Qui là pour le coup voilà ont suivi le pas en fait de cette ambiance. Quand tu regardes Twin Peaks, t'as l'ambiance déjà du Silence des agneaux. C'est vrai, il y a un petit peu de ça aussi. Oui. C'est aussi dans une partie du nord des États-Unis, effectivement. Et puis t'as ce truc un peu, hyper glauque aussi. Totalement, mais... Ouais, bon, alors Twin Peaks c'était un peu avant, mais oui, mais j'ai l'impression que ça faisait aussi partie un peu de... Si tu veux, il y avait les années 70... Les années 70 qui étaient des années dépressives, des années où on faisait plus confiance au gouvernement, etc. Donc il y a tous les films que j'adore, de complot et compagnie. Et films d'horreur aussi. Et après, tu as eu les années 80 qui étaient hyper positives et avec l'arrivée de Reagan au pouvoir et tout. Et puis, tu as eu les années 90 où ça revenait à un espèce de truc sombre, tu vois. Et Fincher, on va en parler après, mais avec Seven, mais il en est un peu le symbole de ça. Mais c'est vrai que tous... j'ai l'impression que doivent un peu quelque chose au Silence des agneaux finalement, parce que en 91 c'était un peu le premier à revenir à un truc comme ça, alors que les années 80 étaient pas du tout là-dessus. Et je pense qu'il a vraiment créé un truc là au début des années 90. Et d'ailleurs, il a inspiré un autre grand film, c'est le prochain film qu'on va parler, qui est en opposition, qui lui aussi a marqué son temps, c'est Seven de David Fincher. Alors attends, j'avais juste un dernier truc, vas-y. Pour finir par rapport aussi, juste par rapport à l'influence d'aujourd'hui, on parlait de l'influence de l'époque, puisque sur Seven, il y a eu certainement une influence, mais même aujourd'hui, encore aujourd'hui, tu parlais de Mindhunter, totalement... Ah oui, voilà, c'est ça, oui, sur l'aspect entrevue avec un serial killer. C'est clair. Il pousse encore les potards un peu plus loin, là du coup c'est Fincher encore une fois, mais... il y a une économie sur de la plan, psychologie, voilà, une économie de moyens et une mise en scène très réaliste. De mise en scène, mais en tout cas, c'est un champ contre champ. La personne parle, elle raconte sa vie. Ah mais c'est très psychologique. C'est très psychologique et c'est très torturé, réaliste et... Ah oui, et tu te fais le film dans la tête exactement comme tu vois aussi cette conversation entre Jodie Foster et Anthony Hopkins qui c'est ça. Et puis c'est vrai qu'à une époque, même Seven a plus d'effets, moi je trouve, que Silence des agneaux. Et là maintenant on revient effectivement avec Mindhunter à une espèce une épure, mais Jonathan Demme il était quand même pour moi, parce que du coup j'aime beaucoup le réalisateur, hein, il a fait plein d'autres trucs dont des films musicaux, d'ailleurs l'utilisation dans la scène avec Ted Levine quand on parlait quand il part dans son délire, quand il part dans son délire où il cache son sexe, il y a une musique magnifique, enfin il y a un truc qui on sent que c'est très musical, ça peut être un clip ce un côté un peu plus classique lyrique en fait, là où dans Seven on est vraiment dans le clipesque, et c'est pas pour rien que ce soit Fincher qui l'a réalisé, Seven, quand on sait qu'il vient du milieu du clip, même si voilà mais donc voilà, c'était pour dire que Mindhunter et t'as même des trucs comme alors des plus petits films là, mais récemment Misanthrope encore, où il y a une jeune enquêtrice qui enquête sur un serial killer. Moi j'ai un film que j'ai beaucoup aimé qui est sorti il y a 2 ans. Alors ça c'est peut-être un truc, est-ce qu'on pourrait peut-être voir après ah ouais, tu veux voir la fin, okay. Sur un petit peu, parce que c'est peut-être la deuxième partie qu'on s'est dit, est-ce qu'on parlerait aussi des héritiers vite fait à la fin des héritiers en fait de ces films-là dans les thrillers de maintenant. Mais on va juste embrayer le pas sur Seven pour quand même un petit peu parler du film, de ce que c'était, qui est intéressant de le mettre en opposition, parce qu'en fait il a aussi allé sur le même territoire du serial killer, du côté glauque aussi de la société, des dérives de la société, avec un message, regardez
comme le monde va mal. On est limite en enfer. D'ailleurs, visuellement, on voit qu'on est en enfer ou dans une espèce de purgatoire, parce que, mais ça, on va y revenir après. Je fais juste un petit synopsis pour ceux qui n'ont pas vu Seven, qui connaissent pas trop ce que c'est. Donc c'est un film réalisé par David Fincher. Tout de suite après avoir réalisé le semi-échec, semi-succès de Alien 3. Il est parti en fait réaliser ce thriller psychologique. On suit les deux inspecteurs. Donc il y a William Somerset incarné par Morgan Freeman. Il a assisté d'un jeune partenaire impulsif, c'est David Miles joué par Brad Pitt, et tous les deux vont enquêter sur le meurtre d'un tueur en série qui tue ses victimes en y citant les 7 péchés capitaux. Donc du coup, on suit une semaine d'enquête et chaque jour il y a un nouveau meurtre. Où en fait les deux inspecteurs sont empêtrés dans ce crime, ils n'arrivent pas à mettre la main sur qui a tué ces personnes, pourquoi il le fait. Donc je trouvais ça déjà assez original en fait, le côté 7 péchés capitaux. Là on a une référence biblique très flagrante. Okay, ouais. Donc en fait alors c'était quoi toi ton... Je sais plus si tu l'as dit, ton premier souvenir par rapport à Seven. Ah oui, non, pardon, excuse-moi, Seven, tu m'as dit, c'est ça. C'était avec ta mère aussi. C'est ça, c'est l'ambiance poisseuse, c'est la nuit qui pleut tout le temps dans ce film. Mais tout le temps. Oui, alors c'est vrai qu'il est connu pour ça. Hein, il y a un côté très enfermé. Ouais. Je disais que la ville, qui n'est jamais mentionnée, on ne sait jamais où on est. La ville n'est pas citée. Ni même l'État. On pourrait même penser que, selon les dires aussi de Fincher et du scénariste, c'est une ville fictive, ou c'est un archétype en fait de ville fictive. Pour la petite histoire, c'est pas anodin que le scénariste qui avait bossé sur le script de Seven, c'est Andrew Kevin Walker. Donc c'est un scénariste qui s'est fait notamment connaître pour le film Seven, mais aussi pour 8 mm de Joel Schumacher. Il a aussi fait le script de Sleepy Hollow de Tim Burton. Il a aussi collaboré encore avec Fincher sur le script de Fight Club et de The Game. Mais la particularité, pourquoi en fait Kevin Walker, qu'est-ce qu'il y a mis? Parce qu'en fait lui il a vécu à New York. Donc c'était une des premières bases d'inspiration pour avoir fait en fait l'atmosphère oppressante du film. Il s'est beaucoup inspiré de son expérience à New York. Il a très mal vécu. Il supportait pas la ville. Il l'a trouvée glauque, angoissante, oppressante. Et du coup, le peuple, les gens qui peuplaient aussi la ville de New York, c'était assez angoissant pour lui. Et puis il a outre été aussi influencé par les films comme Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, et puis aussi Psycho. Parmi les films qu'il cite comme référence et comme inspiration pour avoir fait le scénario de Seven, c'est Psycho d'Alfred Hitchcock pour le côté un peu froid et puis et très subversif. Comment ? Et psychopathe. Et psychopathe complet. Donc c'est Fincher. Fincher s'y colle. Et puis, je trouve qu'il a mis une ambiance. Alors, tu disais le côté assez plus posé de Silence des Agneaux, là où Seven joue beaucoup plus. Alors, c'est pas non plus un film qui va à 200 à l'heure, hein, c'est un film qui prend son temps, ambiance très posée, mais on sent le côté un peu plus clipesque par moment, déjà rien que par le générique qui a beaucoup le générique qui a beaucoup marqué, et je me demande si c'est pas aussi ce genre de générique qui a popularisé le genre un peu fan footage dans les génériques, dans les styles, tu sais, pellicule cramée, empreinte de pas, dossier qu'on peut retrouver. Alors il y a eu Massacre à la tronçonneuse avant. Alors il y a eu ça aussi, mais par exemple quand tu reprends un nombre incommensurable d'émissions qui sur des crimes, on va vous refaire les scènes de crime, et puis alors il y a une esthétique, je suis sûr que oui, un espèce de truc réaliste, comme si c'était des vraies images. C'est ça en fait. C'est ça, ouais. Dans le générique, c'est comme si c'était des vraies photos d'autopsie un peu. Ouais, c'est ça. Et je pense que là, visuellement, c'est là. Moi, le film, pourquoi il a marqué ? Parce que je trouve qu'il y a un aspect très ludique dans la progression du film, comment tu suis le film en fait. Déjà tu suis jour par jour, il y a un meurtre, un nouveau meurtre, une façon différente, une mise en scène différente du meurtre. Ouais. Et je trouve qu'il y a un côté, c'est vrai, il y a un côté assez ludique de suivre en fait quel va être le prochain meurtre, dans quel état ils vont le trouver, comment accumuler les indices, et puis ce qui est assez horrifique, c'est comment a été mis en scène chaque meurtre en fait, avec une ambiance bien différente pour chaque péché. Oui, parce que en fait, c'est ça, les victimes meurent par leur péché, quoi.
C'est ça. Chacune a un péché spécifique, et puis donc on l'a pas dit, mais il y a Brad Pitt et Morgan Freeman qui enquêtent sur l'histoire. Il tombe sur la première victime qui est un homme obèse qui est mort dans ses plats spaghettis, et puis avec le mot. Puis Morgan Freeman découvre le mot gourmandise qui est écrit avec de la graisse sur le mur. Et puis au début ils comprennent pas tout de suite que c'est un tueur en série. Ils voient qu'après il y a un autre tueur, un autre gars qui s'est fait tuer, et puis avarice, et du coup le lien commence à être fait. Mais mais c'est quand même très ludique de suivre en fait ces différents meurtres. Ce qui est génial, c'est le duo d'inspecteurs qui sont radicalement différents. Tu prends Morgan Freeman d'un côté, qui est le vieux flic, qui part justement à la retraite cette semaine. Il devait partir en retraite, et cette enquête lui tombe dessus. On lui dit de s'occuper de cette enquête, lui il refuse. Il dit non, mais faites chier, je peux pas m'occuper de cette enquête, ça va prendre trop de temps. Qui est confronté à David Miles, incarné par Brad Pitt, le tout jeune Brad Pitt qui est en pleine bourre en ce moment, à cette époque-là, quoi. Il avait cette image angélique de beau gosse qui incarne une espèce d'inspecteur complètement brut de décoffrage, qui veut faire carrière, qui justement vient lui et sa femme d'un petit bled dans le film, puis il débarque dans la grande ville parce que il veut faire carrière, il veut s'attaquer aux grosses enquêtes, et c'est cette opposition qui est géniale, parce que c'est une sorte de buddy movie où tu te dis mais non, mais à tout qui les oppose, ils vont jamais s'entendre, mais ils doivent bosser ensemble, ils doivent collaborer, et puis c'est fascinant de voir la progression en fait de l'entente de ces deux personnages qui pourraient passer presque pour une amitié au fait. Totalement, oui, ils deviennent amis. Ils deviennent amis parce que c'est bien, et je trouve que c'est bien dans le film d'avoir mis aussi des éléments de vie de tous les jours dans cette enquête. Il y a la femme de Brad Pitt qui, sans connaître le personnage de Morgan Freeman, l'invite à manger pour le connaître, parce que après tu comprends que elle a beaucoup de mal en fait à s'y faire, à la vie dans cette nouvelle ville, à se faire des amis. Elle se sent complètement seule, complètement dépassée, elle a qu'une envie, c'est de rentrer chez elle, donc ça la rassure aussi d'avoir quelqu'un à qui parler. Donc j'adore cette scène, à part ça. La scène du repas. Ouais, j'adore. Ah, mais ça c'est que ça crée le film là, il y a une relation qui se crée à ce moment-là, et ça fige la relation des deux personnages, parce que tu les fais sortir du contexte du travail. Là c'est beaucoup plus intime, surtout qu'ils s'entendaient pas si bien au début, c'est ça, parce que et t'as la femme de Brad Pitt qui invite donc Morgan Freeman pour un dîner. Je crois que Brad Pitt il est même pas au courant au début. Non, fais pas ça s'il te plaît, non mais relou là, voilà, si tu vas prendre le vieux, le personnage en plus, l'inspecteur qu'il est censé remplacer. D'ailleurs cette scène géniale quand David Miles il arrive avec sa caisse avec ses affaires et son carton, et puis il voit que Morgan Freeman, parce que c'est son ancien bureau, mais il est encore là en train de taper un dernier rapport, je sais pas quoi, puis et c'est génial. Non mais je peux vous laisser, non mais c'est bon, je vous laisse la place. Il y a un malaise, et puis tu sens la passation de pouvoir, et en même temps c'est super touchant, parce que tu sens tout de suite que les deux ça va coller ça marche, ouais, c'est vrai. Mais c'est à partir de cette scène, moi je trouve que vraiment le film prend le truc de la scène du repas. Ouais, la scène du repas où moi je trouve que c'est toujours bien, enfin c'est toujours plus intéressant de voir ces scènes de vie, tu sais, je trouve que ça donne vraiment une consistance au film, t'y crois, t'es avec eux. Oui, ça revient un petit peu à la crédibilité qu'on parlait comme dans Silence des agneaux aussi, c'est qu'on s'attaque. C'est là la force en fait des personnes qui savent vraiment écrire un scénario, qui savent vraiment faire un film. Ouais, je suis d'accord. C'est la caractérisation des personnages, c'est de travailler ces personnages en profondeur. Tu leur mets une arme et puis un insigne, ok, mais en fait qui sont ces personnes, et c'est par ces petits détails là que tu vois par quoi ils sont motivés en fait. C'est clair. C'est comme la scène. La scène de nuit, la première nuit où Morgan Freeman, tu le vois posé seul sur son lit, à mettre son métronome, pour se concentrer sur le métronome, pour ne plus, parce que tu sais qu'il y a des bruits à l'extérieur de personnes qui crient, de sirènes de police. Et lui, il a un côté de blasé, j'en peux plus de cette vie-là. Ouais. Ah ouais, alors que Brad Pitt est tout l'inverse. Ah oui, mais c'est un chien fou. Il veut aller à l'action, quoi. C'est ça, il lui dit au chef de la police, non, il veut pas de cette affaire, donnez-la moi, moi je m'en occupe. C'est vrai que dans ce sens-là, c'est vrai que c'est un buddy movie, quoi. Les deux sont caractères opposés, ils sont pas faits pour s'entendre, et en fait, ils s'entendent super bien. Et cette opposition, elle est là tout le temps, visuellement. Mais ils s'entendent super bien, mais contrairement à un buddy movie, c'est hyper glauque. C'est hyper sombre, et on suit quand même un serial killer. Plus ça avance, plus ça devient glauque. Et plus ça devient glauque, puis plus ça pèse sur les personnages. Je vais juste revenir aussi visuellement à cette opposition, moi, qui me fascine. C'est là où t'as Morgan Freeman, lui, il va à la bibliothèque.
il va faire des photocopies, des livres, Contes de Canterbury, la Divine Comédie, etc. Et puis, et puis il envoie ça à Miles pour un petit peu lui donner un coup de main, parce que Miles, tu le vois, le pauvre, il a mis les pieds dans une enquête qui le dépasse. Et ça, on va le voir tout au long du film, même s'il y a quelques moments dans le film, tu penses qu'il commence un petit peu à maîtriser, à choper le pas, mais il est complètement dépassé. C'est là que la mise en opposition avec Morgan Freeman, qui le pose comme un vieux sage qui a tout compris en fait de la société. D'ailleurs, il a plein de discours comme ça. C'est non, mais quand même, t'es quand même pas si naïf. Le monde, il fonctionne pas comme tu crois, Miles. Le côté naïf de Miles est vraiment mis à rude épreuve à chaque scène, à chaque meurtre, jusqu'à on va y venir à la scène finale. Que complètement traumatisante, mais du coup j'adore parce qu'il lui passe les photocopies pour lui donner un petit coup de main parce qu'il patine, et puis il est là, mais purée, mais putain, je vais pas lire tout ça, ça me fait chier. Puis du coup il commande des petits il a demandé à un collègue de lui ramener des versions de poche résumées, tu sais, comme limite un audiobook, tu vois, pour te dire, ouais, bon, en gros la Divine Comédie c'est ça, et puis il arrive, ouais, alors en fait oui, c'est ce qu'a écrit Dante, machin, blablabla. C'est marrant, c'est touchant, c'est des trucs, c'est chou, quoi. Non, c'est vrai. Et puis, comme tu as dit, il y a la scène de fin qu'on va pas dévoiler au cas où il y en a certains qui auraient pas vu. Mais il y a une autre scène aussi qui est, donc du coup, mais je vais pas dévoiler non plus, mais qui est un tournant un peu dans l'histoire où finalement, voilà, on apprend qui est le tueur. La manière que cette scène est faite, aussi, il y a un peu deux twists dans ce film en fait. Il y a un avant-twist final et puis il y a le twist final. Et le reveal en fait, de la gueule du tueur, qu'on sait pas qui c'est. Qui est quand même du jamais vu. Ah purée, oui, ça m'avait marqué. Moi aussi, ça m'avait hyper marqué. Parce qu'en général, on s'entend toujours, dans un cas classique des enquêtes, où les inspecteurs ou la police arrivent toujours à trouver finalement le criminel. Que tu mates des Columbo ou même des films d'enquête criminelle à l'époque. Moi j'avais souvenir là, j'avais cette image de non. On a retrouvé les pièces du puzzle, c'est bon, on trouve, on le coffre, emballé, c'est pesé, et ciao. Tandis que là, non, le mec, il se présente avec ses doigts en sang, là, et je voudrais juste, inspecteur, j'aurais juste appelé mon avocat, s'il vous plaît. C'est un côté en plus très fluet. D'ailleurs, on peut venir justement aussi à un autre point fort, en fait, un autre pilier en termes de jeu d'acteur, même si c'est un personnage finalement qu'on voit très peu. Tu veux spoiler à fond, toi? Bah, je me dis, est-ce qu'on spoil? Parce que si on spoil pas, c'est dommage, on passe à côté en fait d'un élément important. Mais si tu veux, on divulgage pas, mais on peut revenir par contre sur l'aspect visuel. Et là, je trouve que l'image est magnifique. L'image est magnifique, que je préfère d'ailleurs au Silence des Agneaux. Peut-être que là, si on pouvait mettre en opposition mais les deux sont magnifiques, ce qui est un peu vieilli, les deux sont magnifiques, mais je sais pas. Que le Silence des Agneaux, ça vieillit. Ah purée. Non, je peux pas dire que ça a vieilli, mais moi j'ai trouvé. Bon, alors Seven, c'est Darius Khondji. C'est Darius Khondji. Ouais. Et puis Silence des Agneaux, c'est un chef-up qui était souvent avec Jonathan Demme et aussi beaucoup avec Night Shyamalan, donc Signe. Il a fait tous les Shyamalan qui est Fujimoto aussi et Fujimoto, tout. Je crois. Je suis d'accord. Mais l'image dans les deux films, c'est magnifique. Sauf que, en plus, ça n'a rien à voir. C'est marrant parce que Silence des Agneaux, c'est très lumineux, relativement lumineux, alors que à part dans les scènes d'obscurité, mais alors que Seven, c'est tout dans l'obscurité et dans tout dans les contrastes, et dans le contraste et dans la pluie. Et d'ailleurs, c'est une technique propre de Khondji qu'il avait développée, qui s'appelait le bleach bypass. Ah ouais. Ce qui permettait justement une technique qui permettait de renforcer les contrastes et puis aussi cet effet granuleux qui, je trouve, marche du tonnerre. En tout cas, moi, c'est cette. Tu le regardes aujourd'hui en remaster 4K et tout, c'est à tomber. Hein. C'est magnifique, moi j'adore à chaque plan. Après c'est deux chefs-up hyper balèzes aussi. Ah oui, mais non, les deux ont très bien vieilli, restent des références. Après je trouve qu'il y a un côté léché, un peu plus léché personnellement que je trouve chez Fincher qui bon moi je alors voilà, alors on en arrive au combat. Team Silence des Agneaux, voilà. Team Seven. Bon, moi je suis Team Seven. Ah ouais. Et ben moi l'inverse. Moi je suis Team Silence des Agneaux. Je suis Team Seven parce que le buddy movie, pour moi, ça marche très bien. Enfin, j'adore l'aspect duo d'enquêteurs. En tout cas, rien que duo de personnages
opposés qui doivent travailler ensemble, et finalement, même si ils sont tout opposés, ils sont affectés par la même chose et ça les travaille et puis ils doivent quand même s'entraider. Et pour moi, ça marche très, très bien sur moi. Le côté ludique en fait des 7 péchés capitaux, il y a des références bibliques que j'adore. Enfin là, très nettement cité en tout cas dans Seven. Que j'adore, c'est ce côté ludique, citer des passages de la Bible, l'enfer, d'ailleurs le fait qu'il soit littéralement dans un purgatoire, cette ville vue comme un purgatoire, où on y voit toutes les errances des âmes humaines, il y a un côté, cette approche en fait, on est comme en enfer, c'est un truc moi qui marche beaucoup et je trouve que ça vieillira jamais. L'enfer, là pour le coup on est sur 2 grands films, hein, à part ça. Les 2 sont excellents, moi j'adore les 2 films. Je dirais que j'ai une préférence pour Le Silence des Agneaux parce que je trouve qu'il est... Alors, ce que toi t'appelles ludique, dans Seven, je vois... Enfin, moi, je trouve que c'est un petit peu plus... alors, pas caricatural, mais un tout petit peu plus mis en scène, justement, ce qu'on disait. Ouais. Il y a plus d'effets, il y a un peu plus de trucs de waouh, alors que l'autre, Le Silence des Agneaux, t'es plus dans la... Ouais, je sais pas si c'est réaliste, mais en tout cas, t'es plus dans la psyché et du début à la fin, en fait, t'es plus chamboulé, je trouve. Bon, à part la fin de Seven qui chamboule quand même, mais t'es plus chamboulé, t'es plus troublé dans ce que tu crois, dans ce que tu penses, dans ce que tu vois, comment tu vois les autres dans Le Silence des Agneaux, que après Seven, où j'ai plus l'impression que c'est un film, Seven. Donc, est-ce que ça serait pas un petit peu malhonnête de les mettre en opposition, ces 2 films-là, alors qu'ils se complètent très bien ? Ah mais totalement. Mais en plus, après il y en a un qui est venu avant, donc le maître, légère le maître et puis l'élève en dessous. Non, mais après c'est vrai que je pense que Seven est influencé aussi du Silence des Agneaux en vrai. Mais comme tous les... Et puis on voit bien avec Mindhunter, donc on voit bien que Fincher, je pense qu'il a une admiration pour le film. Oui, mais il a cette faculté de faire avancer le récit en fait, qui fait que j'ai tendance à si je veux être un peu méchant, à un peu plus m'emmerder devant Le Silence des Agneaux. Alors c'est peut-être au premier abord rythmé, que Seven. D'accord. Seven, il est posé, il est sombre. Il doit y avoir une scène d'action entre guillemets, la scène où Miles et Somerset se font tirer dessus par John Doe, et puis après il y a toute cette poursuite dans les cages d'escalier, et puis il finit à côté du camion poubelle, dans la pluie et tout ça, qui est la seule scène vraiment où ça trépigne un petit peu, où tu te dis qu'est-ce qui va se passer. Le reste, mais je trouve que à leur mater, il est plus divertissant, hyper... Oui, il y a un côté, mais complètement. Ça rejoint l'aspect ludique que je disais, que je trouvais dans le fait de découvrir les scènes de crime. Il y a un côté ludique de voir au niveau pictural de comment étaient agencés les corps, de quelle manière ils ont été tués. C'est un petit peu les prémices déjà de ce qu'on pourra voir après, ça on va peut-être y revenir justement sur les héritiers. Dans des films comme, je sais pas, des films d'horreur ou des films comme Saw, ou quand même plein de séries maintenant où, tu vois, la plupart des séries, que ce soit Esprit criminel, Les Experts, jouent tous les codes qu'ont amené Seven ou Le Silence des Agneaux, de comment tu représentes les corps, le tueur, comment il l'a tué. Il faut impacter visuellement la façon dont est morte la personne pour que le spectateur, il se fasse vraiment le film. Ah putain, il en a chié. Et ça, je trouve que... Surtout qu'avant, les serial killers, dans les films d'horreur, c'était souvent... il y avait une espèce de mise en scène de la scène de mort qu'on voyait, et surtout on n'était jamais de l'enquête. Enfin, alors pour là, ceux qui voulaient le succès, quoi, il fallait que. Et puis il y a un truc un peu vraiment. De toute façon, voilà, les films d'horreur c'est toujours plus série B, donc là il y a un peu ce truc de mais que ce soit Seven ou Le Silence des Agneaux, c'est pas des films d'horreur à proprement parler, et c'est plus des thrillers psychologiques, et c'est plus des films qui entre guillemets sont pris au sérieux. Parce que d'un point de vue réaliste, ils tiennent plus la route, Oui, c'est ça. On sent qu'il y a plus de bagages derrière, dans un truc réaliste qu'une série B. Après, encore une fois, on parle de la scène finale de Seven, je suis d'accord. La scène finale de Silence des Agneaux, elle se pose là aussi. Hein. Ah mais complètement. Il y a un twist aussi. On fait un peu les méchants. On fait un peu les méchants à opposer ces 2 films-là, mais franchement, ces 2 piliers qui se complètent très bien. En fait, il y en a aucun qui a. Par contre, là, pour le coup, il y en a aucun qui a mal vieilli, tu vois. Ah non, ça tu peux les revoir. Parce que ça fait 30, ça traversera les années. Alors, ça fait quand même un moment, mais ça a pas vieilli. Moi, les 2 en les revoyant là, j'étais là. C'est bon, ça. Parce que l'histoire tient, et c'est là le problème justement avec les héritiers et puis ceux qui ont essayé à chaque fois de courir après ces 2 succès, de courir après ces 2 styles là, mais qui en ont pour la plupart, je trouve, juste chopé quelques ersatz visuels, quelques ersatz de style. Il y a eu pas mal de copies. Le nombre de copies de Seven, en tout cas visuellement, tu peux même retrouver ça. Une assez rigolote avec Christophe Lambert.
Ah, j'ai un blanc tout d'un coup. Tu vois pas un espèce de nanar Tu purée, dis j'ai un Christophe Lambert et nanar, Attends, c'est je vais un chercher. pléonasme, hein, tout de suite. C'est vrai. Bref, mais pour dire, ouais, il y a eu pas mal de films qui se sont inspirés de Seven. Mais qui, la plupart du temps, s'en sont arrêtés. Le mec, il a regardé ça. Ah ouais, d'accord. Donc visuellement, ça va être comme ça. Ok, donc bien insister sur les contrastes. Oh, d'accord, ok, très bien, je vais faire ça. Par contre, l'histoire derrière, il n'y a rien. Que de chi, c'est un produit. Résurrection, sorti en 99. Résurrection. Un film Regardez. avec, voilà, Christophe Lambert. Lagrange approuve Résurrection. 8 mm aussi. 8 un mm, peu dans oui. le côté glauque, ouais, un petit peu. C'est vrai. Et en Il y a- tout cas, bon après les séries télé, on n'en parle même pas aussi du nombre de séries télé qui, Ah oui, alors, bah, après, oui. depuis la popularisation des Mindhunter, profilers True et Detective. des tueurs en série, ça. En tout cas, visuellement, c'est clair que Seven tu peux regarder dans tous les films, que ce soit les Saw, les Amityville, le côté, on prend le côté gore, enfin le côté gore et contrasté. Ça, tu peux être Ouais, sûr gore, je qu'ils sais l'ont. pas si c'est gore, mais ouais, quand même. Il y a quand même explicite, faussement ouais. gore. En tout cas, Ouais. quelques scènes qui sont assez En tout cas, gore, mais sombre aussi toujours dans assez l'image. suggérées. Il y a un truc un peu, c'est vrai que. Oui, il y a un retour. En plus, c'est. Voilà, ouais. J'ai l'impression qu'il y a un espèce de retour de l'image sombre aussi, Mhm. avec Seven, Ouais. qui avait plus trop, parce que années 80, voilà, c'était assez clinquant. Et années 90, ouais, c'est vrai que ça marque quand même Seven. Hein. Ça se pose là, et puis après, il y a Fight Club aussi, toujours de Fincher, mais. Ouais, je trouve qu'ils sont rares les. c'est le début de si, on, Fincher, quoi. si là on devait conclure par un petit peu les héritiers en fait qui ont marqué en embrayant le pas sur ce genre de film psychopathe tueur en série, ils sont rares les bons films. En tout cas, pour ceux que j'ai vus. Je trouve que il y en a des très bien qui s'en sont sortis honorablement. Là, faudrait que je les retrouve en tête. Ça va revenir la liste de ces films. Mais pour avoir atteint le niveau, Bah après, il y a eu des le trucs, mais il y a niveau eu des de- Bone Collector, il y a eu des. t'es qu'il y a plus eu calé que moi encore là-dessus. Alors t'arriveras Enfin, plus non, mais facilement à sortir des je les films. ai plus revus, mais j'essaie de me souvenir de l'époque. Fin 90, début 2000, il y a eu effectivement. Bah là, c'est Bone Collector qui me revient, mais il y en a eu d'autres, effectivement, avec des serial killers qui avaient tous une manière bien précise de procéder, et puis ça s'inspire totalement de Seven. Oui, c'est ça. En tout cas, je pense ça- que l'influence, en vrai, peut-être, elle a été plus forte de Seven, finalement, et là, il y a un retour, peut-être. Parce qu'il y a un côté efficace chez Seven qui était facilement repris, que ce Et puis soit en il film, venait en du série. clip, comme tu dis, Il venait du Fincher, clip. donc il y a un truc un peu plus impactant visuellement, qui complètement. parle plus, qui est plus divertissant, C'est et graphique tout de suite, c'est tu beaucoup peux te plus l'adapter graphique. plus, alors que l'autre, Silence des agneaux, il est un peu plus compliqué, on va dire, entre guillemets, quoi. Mais oui, totalement. Oui, il fait un peu plus élitiste, Silence des agneaux, Ouais, que bah, c'est Seven plus un peut-être. film d'auteur. Entre guillemets. hein, un mais, film d'auteur. S'il y en avait un des deux, je dirais qu'il y en a un qui est plus divertissant relativement, et l'autre quand même plus psychologique et réaliste, on va dire. Mais bon, de là à dire que le Silence des agneaux est pas divertissant, enfin tu vois, c'est du grand cinéma, quoi. C'est du grand spectacle aussi. Hein. ouais, T'as des complètement. scènes de tension comme t'as jamais vu avant, à part ça. Ah oui, qu'elle Donc, soit graphique, qu'elle soit juste suggérée par la parole et les dialogues. En tout Ah, cas, c'est on est clair. accroché au siège et ça, c'est super efficace et c'est pour ça que ces films resteront marquants. Bah voilà, je pense c'est bien. En plus, on arrive à la fin du coup de cet épisode Seven versus Silence des agneaux. Bon, je pense qu'on va pas faire un dessin pour dire qu'il faut absolument, pour ceux qui l'ont pas Voir vu, les deux. voir ces deux films-là. C'est clair. C'est clair. Clairement. Donc, non, c'est clair. Là, il y a pas de doute. il n'y a pas vraiment d'opposition, l'un n'est pas meilleur que l'autre, c'était juste... En fait, c'était un peu le prétexte pour parler de ces deux films-là, avec Halloween en plus qui approche un grand pas, donc si vous voulez commencer à vous mettre une petite liste de films d'horreur, je grossis les traits, mais en tout cas, ça peut commencer par ces films-là d'enquête avec serial killer. C'est pas des films d'horreur, mais vous inquiétez pas, vous aurez bien la trouille, en tout cas en regardant votre prochain. Après avoir vu ces deux films-là, ça te met un sacré coup sur ce que tu peux penser de l'humanité, en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ça te met pas très. Voilà quoi, c'est. faut être Alors, dans ces le deux mood, hein, films, mais, t'es pas très optimiste en fait sur la condition non. humaine, hein, sur ce qu'est l'être humain et la société. Hein. En Non, tout non, cas, c'est vrai. Voilà, on va chercher loin dans le côté sombre de l'humanité dans les deux. c'est ça. Bah voilà, eh bien merci. Merci Manu, Bah, c'était merci cool à toi, c'était de cool. revenir Ouais, sur un podcast pour parler de ces deux films-là. On espère que vous avez apprécié cet épisode de Lagrange. Donc on rappelle, c'est Lagrange Ciné, disponible sur tous les sites de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur vos sites et vos applications de podcast. C'est très important pour nous, pour le référencement, parce qu'on n'en a aucun. Du coup, on devrait bien en tout cas arriver à la 38e place sur 39. Ce serait quand même pas mal. Non mais c'est vrai, si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles. Et aussi, vu qu'on va les republier aussi sur YouTube, si
si vous voulez nous faire part de vos commentaires, si vous avez aimé le film, pas aimé, ce que vous pensez du film, ou même quelle que soit la chose qui vous importe de nous partager, c'est une phrase qui est absolument pas française, mais voilà, si vous avez des choses à nous faire partager, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sur YouTube, sur le podcast de La Grange Ciné. Nous, en attendant, on va réfléchir à un prochain, il est tard, un prochain sujet de La Grange. Toujours, on va partir. Oui, il est temps d'en finir et d'abréger nos souffrances. Non, mais on va continuer sur un épisode, un versus un élément. On va voir lequel. On va peut-être pas trop annoncer parce que la dernière fois ça a pris 6 mois. Mais... c'est ça, voilà. Ouais. Mais en tout cas, on a une liste longue comme un rouleau de PQ. Ouais, allez, merci Serge. Ça, c'est la phrase. Merci Manu. Ciao. Merci à tous. Bonne nuit. Ciao, ciao, ciao. Ciao.